Abonnez-vous à Confessions interdites. Et maintenant, entrons dans l'histoire. Je m'appelle Amélie Durand-Lefort et j'ai 34 ans. Il y a 4 ans, la veille de la fête des mères, j'ai découvert que j'avais été effacé de ma propre famille, retiré de notre groupe WhatsApp comme une étrangère, comme quelqu'un qui n'avait jamais appartenu. Le message de ma mère à mes frères et sœurs était très clair. Tous mes enfants réussissent sauf Amélie. Elle a choisi d'être une simple institutrice. Je ne la vois plus comme ma fille. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas appelée en pleurant. J'ai simplement disparu comme elle le voulait. Ce que ma mère ignorait, c'est que 4 ans plus tard, je serais sur une scène devant 500 personnes, la maire de Paris me serrant la main, et elle serait assise dans le public, non invitée, attendant un moment sous les projecteurs qui ne viendraient jamais. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous parle vraiment. D'où regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? Laissez-moi commencer par le début. La nuit où j'ai réalisé que j'avais perdu la famille que je pensais avoir et que j'ai commencé à construire celle que je méritais réellement. En grandissant, la famille Durand était ce que les gens de notre banlieue parisienne appelaient parfaite. Ma mère, Chantal Durand, a pris sa retraite de son poste de directrice régionale de banque à 55 ans, non pas parce qu'elle avait besoin de repos, mais parce qu'elle avait enfin obtenu sa place au cercle de l'Union interalliée. L'adhésion coûtait à elle seule plus de 50 000 €, soit plus que mon salaire annuel. Elle portait ses foulards Hermès comme une armure, toujours drapée juste comme il faut sur ses épaules, toujours dans des tons sourds qui chuchotaient de vieille fortune, même si notre fortune n'avait qu'à peine une génération. Ma sœur Sophie était le fleuron. 38 ans, chirurgienne plasticienne à Nice avec une clientèle qui comprenait des présentateurs de journaux télévisés locaux et des épouses de politiciens. Elle postait des photos de sa Rolex date juste posée négligemment sur des tables de restaurant, ses ongles parfaitement manucurés enroulés autour de flûtes à champagne lors de galas de bienfaisance. Chaque Noël, elle nous informait de ses derniers travaux subtils comme si nous ne pouvions pas voir le raffermissement autour de ses yeux, les lèvres qui semblaient plus pleines chaque année. Ensuite, il y avait Nicolas, 40 ans, avocat d'affaires à Strasbourg, conduisait un Porsche Cayenne qu'il s'assurait de garer à l'endroit le plus visible à chaque réunion de famille. Il avait une femme nommée Stéphanie qui collectionnait les sacs à main de marque comme certaines personnes collectionnent les timbres, méthodiquement, obsessionnellement, toujours à la recherche de la prochaine édition limitée. Et puis il y avait moi, Amélie, la plus jeune, celle qui ne rentrait pas tout à fait dans le portefeuille familial. J'étais institutrice en CE2 à l'école élémentaire Les Coquelicots, une petite école nichée dans les terres agricoles vallonnées à environ 150 km de la maison coloniale de ma mère, en Normandie. Ma Peugeot 208 avait 12 ans. Mon appartement pourrait tenir dans le dressing de Sophie. Mais voici ce que personne n'a jamais mentionné lors de ses brunchs au cercle de l'Union interalliée. Ma mère avait 2 enfants qui réussissaient, un médecin et un avocat. Pas 3. Jamais. Je n'ai pas choisi l'enseignement parce que je ne pouvais pas faire autre chose. Quand j'ai obtenu mon diplôme du lycée, j'avais une moyenne de 18/21 bourses d'études complètes pour faire des études de médecine à l'université de Rennes. Le même chemin que Sophie avait pris une décennie auparavant. Ma mère avait déjà commandé l'autocollant au futur médecin pour sa voiture. Elle avait dit à tous ses amis du club. Le récit était établi. Mais j'avais passé cet été à faire du bénévolat dans un camp d'alphabétisation pour enfants défavorisés de notre département. Il y avait ce garçon, Lucas, 8 ans, ne savait pas lire au-delà du niveau CP, on lui avait dit toute sa vie qu'il était lent. En août, il dévorait des romans. Le jour où il a terminé la toile de Charlotte tout seul, il m'a serré si fort que j'ai cru que mes côtes allaient se casser. C'est à ce moment-là que j'ai su. J'ai appelé ma mère ce soir-là pour lui dire que je refusais la bourse de médecine. J'allais étudier l'éducation à la place. Je voulais enseigner à l'école primaire. Le silence à l'autre bout du fil a duré 17 secondes. J'ai compté. Tu gâches ta vie, dit-elle finalement. Pourquoi? Un salaire de fonctionnaire et des enfants ingrats. Elle n'est pas venue à ma remise de diplôme. Elle a dit qu'elle avait un conflit, une garden party au club le même week-end. Sophie a envoyé une carte avec un chèque de 50 € et une note qui disait « Bonne chance avec ta petite carrière ». J'ai encaissé le chèque. J'avais besoin d'épicerie, mais je n'ai jamais oublié le message sous ces mots. Tu as fait le mauvais choix. Tu as choisi moi. Et nous ne te laisserons jamais l'oublier. Je n'ai pas choisi d'être pauvre. J'ai choisi un sens. Pour ma mère,
ces deux choses étaient exactement la même chose. L'exclusion ne s'est pas produite d'un coup. Elle s'est insinuée lentement, comme la moisissure dans les coins d'une pièce que personne ne s'était donné la peine de nettoyer. Noël 2019. Je suis arrivé chez ma mère avec une cocotte de patates douces maison. Sa recette préférée, celle que grand-mère Madeleine faisait. Quand je suis entré dans la salle à manger, j'ai trouvé ma carte de place à la petite table pliante dans le coin. Celle qui était dressée pour les beaux enfants de Sophie et le neveu en bas âge de Nicolas. Oh, chérie, nous n'avions plus de place à la table principale, a dit ma mère en ajustant ses boucles d'oreilles en perles. Tu ne t'en fais pas, n'est-ce pas? Tu es si bonne avec les enfants. J'avais 30 ans. Le nouvel an cette année-là a été pire. J'avais passé 3 semaines à tricoter à ma mère un foulard en cachemire dans sa nuance de gris tourterelle préférée. Quand elle l'a ouvert, elle l'a soulevé, a souri finement, et a dit, comme c'est fait main. Puis elle s'est tournée vers Sophie, qui lui avait offert une pochette Chanel et a passé les 20 minutes suivantes à vanter les coutures, la quincaillerie, le savoir-faire. Mon foulard a fini dans le placard à manteau. Je l'ai retrouvé là 2 mois plus tard, toujours dans le papier de soie, les étiquettes que j'avais soigneusement retirées remises à l'intérieur. Mais le coup de grâce est venu le jour de son anniversaire, début 2020. J'ai appelé pour demander l'heure du dîner. Oh, Amélie, dit-elle, sa voix dégoulinante de regrets calculés. Le restaurant n'avait que 6 places disponibles. Ton père, Nicolas et Stéphanie, Sophie et son compagnon. Tu comprends, n'est-ce pas? La famille passe avant tout. 6 places. Et d'une certaine manière, je n'étais pas assez de la famille pour en occuper une. Mais tout cela, la table pliante, l'écharpe oubliée, le restaurant qui n'avait pas de place, rien de tout cela ne m'avait préparé à ce qui allait suivre. La seule personne de ma famille qui me traitait encore comme si j'existais était ma cousine Elsa. Elle avait 24 ans alors. La fille de ma tante Martine, 8 ans plus jeune que moi, fraîchement diplômée de l'université et occupant son premier poste de marketing à Toulouse. Nous étions proches depuis qu'elle était enfant. Je la gardais les week-ends, l'emmenais à la bibliothèque, l'aidais à faire ses devoirs quand ses propres parents étaient trop occupés à se disputer. Elsa était le genre de personne qui remarquait quand tu souffrais, même quand tu essayais de le cacher. La veille de la fête des mères 2020, mon téléphone a sonné à 23h47. Le nom d'Elsa s'est allumé sur l'écran. Quand j'ai répondu, sa voix tremblait. Amélie, je dois te dire quelque chose. Je ne savais pas si je devais, mais tu mérites de savoir. Mon estomac s'est serré. Que s'est-il passé? Regarde ton WhatsApp. Le groupe familial. J'ai ouvert l'application, j'ai fait défiler jusqu'à un dîner de famille Durand, le groupe que ma mère avait créé 3 ans auparavant pour coordonner les vacances. Je n'y étais plus. Elsa, Je sais, ils t'ont retiré. Ta mère a demandé à Sophie de le faire la semaine dernière, mais elle ne l'a fait que ce soir. La voix d'Elsa s'est brisée. Amélie, je suis tellement désolé. J'ai fait une capture d'écran de tout. Je te l'envoie maintenant. Mon téléphone a vibré. Une image, puis une autre. Je fixais l'écran et les mots de ma mère figés dans l'encre numérique. Et quelque chose en moi est devenu très, très silencieux. Pourquoi me dis-tu ça? J'ai murmuré. Parce que tu es ma famille, a dit Elsa. Même s'ils ont décidé que tu n'étais pas la leur. J'ai enregistré ces captures d'écran dans un dossier que j'ai intitulé Preuve. Je ne savais pas alors que j'en aurais besoin. Je savais juste que je ne pouvais pas laisser ces mots disparaître. J'ai lu cette capture d'écran 47 fois cette nuit-là. Non pas parce que je ne comprenais pas les mots. Je les comprenais parfaitement. Je les lisais encore et encore parce qu'une partie de moi cherchait toujours une échappatoire, une phrase qui pourrait signifier quelque chose de différent, un contexte qui pourrait adoucir le coup. Il n'y en avait pas. Le message venait de ma mère et a été posté dans le groupe familial à 20h32. Rappel, dîner de la fête des mères au Grand Véfour à 19h précise. Tous mes enfants seront là. Tous mes enfants qui ont réussi. Amélie a choisi d'être une simple institutrice. Je ne la vois plus comme ma fille. S'il vous plaît, ne mentionnez pas son nom demain. En dessous, Sophie avait répondu avec un emoji cœur. Juste un cœur. Pas de protestation. Pas d'hésitation. La réponse de Nicolas. Compris. Maman. 2 mots.
C'est tout ce que je valais pour mon frère. 2 mots et une conformité totale. J'étais assise sur le bord de mon lit dans mon minuscule studio, mon téléphone serré dans les mains. Et je n'ai pas pleuré. Je voulais, mon Dieu. Je voulais m'effondrer, crier dans un oreiller, appeler ma mère et exiger une explication. Mais qu'est-ce que cela changerait? Elle avait pris sa décision. Elle l'avait annoncé à la famille comme un communiqué de presse. Amélie n'est plus l'une des nôtres et tout le monde était d'accord. Je suis resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin, fixant ces messages, lisant les horodatages, remarquant que pas une seule personne, ni mon père, ni ma tante, ni personne, n'avait riposté. Elsa était la seule à avoir pensé à me prévenir. Au lever du soleil, j'avais pris ma propre décision. Si ma mère me voulait partie, je serais parti complètement à mes propres conditions. Mais je n'oublierai pas et je ne supprimerai pas ces captures d'écran. Certains reçus, on les garde pour toujours. Le matin de la fête des mères, je me suis réveillé dans le silence. Pas d'appel, pas de texto, pas de « tu nous manques », j'aurais aimé que tu puisses venir maladroit de Sophie. Rien. Pour la première fois en 30 ans, je n'ai pas envoyé de fleurs à ma mère. Je n'ai pas appelé pour lui souhaiter une bonne journée. Je n'ai pas parcouru 150 km pour m'asseoir à une table de coin pendant qu'elle faisait semblant que je n'existais pas. Je me suis fait du café. J'ai corrigé des copies. Je suis allé me promener le long de la rivière derrière mon immeuble et j'ai regardé l'eau capter la lumière du matin. Et j'ai réfléchi à mes options. Je pouvais l'appeler, la confronter, exiger de savoir pourquoi elle avait dit ces choses, pourquoi elle m'avait coupé, pourquoi être enseignante me rendait indigne de son amour. Je pouvais faire une capture d'écran de son message et le poster en ligne. Laisser le monde voir quel genre de mère élève un médecin, un avocat et une fille qu'elle jette. Je pouvais me présenter au Grand Véfour sans y être invité, faire une scène, les forcer à reconnaître mon existence. Mais qu'est-ce que cela accomplirait? Ma mère avait fait son choix. Elle avait choisi le statut plutôt que son propre enfant. Elle avait choisi l'opinion des femmes d'un country club plutôt que la fille qu'il avait aimée pendant 3 décennies. Si elle voulait que je disparaisse, je lui donnerais exactement ce qu'elle demandait. Mais pas parce qu'elle le demandait, parce que je le choisissais. J'ai bloqué son numéro cet après-midi-là, puis celui de Sophie, puis celui de Nicolas. J'ai supprimé Instagram pour ne pas avoir à voir leurs photos de famille organisées. Je ne savais pas alors que mon silence durerait 4 ans. Je ne savais pas que ces 4 ans changeraient tout. Tout ce que je savais en ce moment tranquille, c'est ceci. Je ne supplierais pas d'être aimé par des gens qui me voyaient comme une tache sur leur réputation. Le monde continuait de tourner et la famille Durand continuait de prétendre que je n'en avais jamais fait partie. 6 mois après cette fête des mères, Elsa m'a appelé avec une nouvelle que je n'avais pas demandée. Les photos de Noël sont en ligne, dit-elle doucement. Sophie les a postées il y a 1 heure. Je me suis dit que je ne regarderais pas. J'ai tenu 3 heures. L'image montrait ma mère à la tête de sa table à manger formelle, flanquée de Sophie et Nicolas, leurs conjoints parfaitement arrangés derrière eux. Les verres en cristal captaient la lumière. Une dinde massive brillait au centre. La légende disait, reconnaissante pour ma formidable famille. Maman, tu nous as bien élevés. 3 personnes, pas 4. Ma chaise n'était même pas vide. Ils avaient simplement reconfiguré la table comme si elle avait toujours été dressée pour 6 au lieu de 8. Au Nouvel An, j'avais arrêté de me torturer avec les médias sociaux. Mais Elsa m'appelait toujours. Ta mère dit à tout le monde que tu fais du bénévolat en Afrique. Elle a dit, une sorte d'organisation éducative à but non lucratif. Très prestigieuse. Ne peut pas rentrer à la maison parce que tu changes des vies à l'étranger. J'ai ri, un rire amer qui gratte la gorge. Elle ment pour couvrir le fait qu'elle m'a renié. Elle ment pour que personne ne pose de questions, pour qu'elle n'ait pas à admettre qu'elle a viré sa propre fille parce qu'elle était enseignante. Elsa s'est arrêtée. Amélie, elle a dit à Madame Lemoine au club que tu avais été nominée pour un prix international d'enseignement au Maroc. Je n'avais pas quitté la France depuis 3 ans. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ma mère ne me détestait pas. Elle détestait ce que mon existence disait d'elle. Alors, elle avait inventé une version de moi dont elle pouvait se vanter. Une héroïne humanitaire, commodément inaccessible. La vraie moi, celle qui enseignait en CE2 à 150 km de là. J'étais déjà un fantôme. J'ai rencontré Pierre Lefort un mardi d'octobre, entouré de citrouilles et d'enfants de 9 ans qui riaient.
Sa ferme, les vergers Le Fort, était une légende locale. 20 hectares de collines, de légumes anciens, un petit verger où les familles venaient chaque automne cueillir des pommes et prendre des photos devant la Grange Rouge. J'avais emmené mes élèves de CE2 en excursion pour apprendre l'agriculture durable. Pierre attendait près du tracteur quand notre bus est arrivé, grand, large d'épaules, avec des yeux gentils et de la terre incrustée en permanence sous ses ongles. Il m'a serré la main et a dit « Vous devez être mademoiselle Durand. Ma fille n'a pas arrêté de parler de vous. » Sa fille était Jade, 5 ans, des boucles dorées et un sourire qui pouvait faire fondre les glaciers. Elle était dans la classe de maternelle de ma collègue, mais je la tutoriais 2 fois par semaine après que sa mère soit décédée d'un cancer l'année précédente. Jade est une enfant incroyable, lui ai-je dit. Intelligente comme un fouet, curieuse de tout. Quelque chose a changé sur son visage. De la gratitude peut-être, ou la reconnaissance d'un esprit parent. Elle dit que tu es son professeur préféré de toute l'école, même si tu n'es pas techniquement son professeur. Il a souri. Ces mots, cette sortie scolaire, se sont transformés en un appel téléphonique. L'appel téléphonique s'est transformé en un café. Le café s'est transformé en un pique-nique sous le vieux chêne de sa propriété où Pierre m'a posé des questions sur ma famille et je lui ai dit la vérité. Je n'en ai pas, ai-je dit, ou ils ont décidé qu'ils ne m'avaient pas. Il n'a pas demandé de détails. Il n'a pas insisté. Il m'a juste tendu une tranche de tarte aux pommes que la mère de sa défunte épouse lui avait appris à faire et a dit, la famille n'est pas toujours le sang, Amélie. Parfois, ce sont les gens qui se présentent quand tout le monde part. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à le croire. 2 ans se sont écoulés comme des pages tournées dans un livre que j'écrivais enfin pour moi-même. En 2022, Pierre et moi nous sommes mariés. Pas dans un country club, pas avec 300 invités et un gâteau à 12 étages. Nous avons échangé nos vœux sous le chêne où nous avions eu notre première vraie conversation avec Jade comme fleuriste et une poignée d'amis qui étaient devenus ma famille. J'ai officiellement adopté Jade la même année. Le jour où les documents sont arrivés, elle m'a tendu un dessin au crayon de 3 bonshommes allumettes se tenant la main sous un soleil jaune. En bas, dans des lettres chancelantes de maternelle, elle avait écrit « Ma maman, mon papa, moi ». Je garde ce dessin dans mon bureau au travail. Certains jours, quand le monde semble lourd, je le sors juste pour me souvenir de ce qui compte. J'ai terminé ma maîtrise en leadership éducatif par des cours du soir et des sessions d'été, tapant des documents à 23 heures après que Jade était endormie, étudiant pendant mes pauses déjeuner, déterminé à prouver que l'ambition ne nécessitait pas d'abandonner les étudiants que j'aimais. Quand un poste de directrice adjointe s'est ouvert à l'école élémentaire Les Coquelicots, j'ai postulé. Le jury d'entretien était composé de 3 membres du conseil scolaire, dont Pierre, qui s'est récusé du vote. J'ai quand même eu le poste. Pendant tout cela, je suis resté invisible. Pas de médias sociaux, pas de communiqués de presse, pas d'annonce fière à la famille qui m'avait effacé. Quelque part à Nice, ma mère disait toujours aux gens que je sauvais des enfants en Afrique. Quelque part à Strasbourg, Nicolas prétendait toujours qu'il n'avait jamais eu de 2e sœur. Quelque part en ligne, Sophie postait des photos de dîners de famille à des tables qui n'auraient jamais eu de place pour moi. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais devenu, et je n'étais pas prête à leur dire. Pas encore. L'appel téléphonique est arrivé un jeudi après-midi de mars 2024. Madame Durand-le-Fort. La voix était formelle, précise. C'est Sylvie Delorme. Mes excuses, Valérie Maury du ministère de l'Éducation nationale. Le conseil a examiné votre candidature et j'ai le plaisir de vous informer que vous avez été sélectionnée comme nouvelle inspectrice d'académie du département du Calvados. Je me suis assise sur le bord de mon bureau, mes jambes soudain incertaines. Inspectrice d'académie, le poste pour lequel j'avais postulé sur un coup de tête, sans jamais croire que je serais réellement prise en considération. Superviser 12 écoles, 4000 élèves, 200 enseignants. Êtes-vous certaine, ai-je réussi à dire. Votre parcours parle de lui-même. Les taux d'alphabétisation ont augmenté de 18% en 3 ans. La rétention des enseignants est la plus élevée de la région. Le programme de mentorat que vous avez développé est en cours d'adoption dans tout l'État. Une pause. La docteure Rousseau vous a spécifiquement recommandé. Elle a dit que vous étiez la meilleure éducatrice avec qui elle ait jamais travaillé. Éléonore Rousseau, ma mentor de ma première année d'enseignement, maintenant la conseillère principale d'éducation de l'État. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois. L'annonce a fait la une des journaux locaux 2 semaines plus tard. Une enseignante locale devient inspectrice d'académie.
Une petite manchette dans Ouest France, avec ma photo du site web du district scolaire. Je ne pensais pas que quiconque dans ma famille le verrait. J'avais tort. Elsa a appelé ce soir-là, essoufflée. Amélie, ta sœur vient de poster cet article dans le chat de groupe familial avec la légende, n'est-ce pas notre Amélie? Mon estomac s'est serré. Qu'a dit ma mère? Rien. Elle n'a pas répondu. Mais Elsa a hésité. J'étais chez tante Martine quand c'est arrivé. Ta mère a appelé Sophie immédiatement. Je pouvais l'entendre à travers le téléphone. Amélie, elle était furieuse. Furieuse que j'ai le poste. Furieuse qu'elle ne le sache pas, furieuse qu'elle ait dit à tout le monde que tu étais en Afrique et que maintenant il y a des preuves que tu étais ici tout le temps. L'email est arrivé 3 jours plus tard. L'objet était « de ta mère ». J'ai failli le supprimer sans le lire. Presque. Ma très chère Amélie, commençait-il. J'ai vu la merveilleuse nouvelle de ta promotion. J'ai toujours su que tu en étais capable. Nous devrions déjeuner ensemble bientôt. J'aimerais beaucoup entendre parler de tout ce que tu as accompli. La fête des mères approche. Cela signifierait tellement de réunir toute la famille à nouveau. Pas d'excuses, pas de reconnaissance des 4 années de silence, pas de mention du message WhatsApp qui m'avait brisé, juste une invitation, comme si rien ne s'était passé, comme si j'avais simplement été absente pour un long voyage et que j'étais maintenant la bienvenue à revenir. Je n'ai pas répondu. 2 semaines plus tard, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu « Amélie, c'est Sophie ». Sa voix était mielleuse, chaleureuse, un ton que je n'avais pas entendu depuis que nous étions enfants. Je sais que ça fait un moment, mais je voulais te contacter personnellement. Maman ne se sent pas bien, et elle te demande. Elle veut vraiment te voir. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Juste du stress. Tu sais comment elle est. Mais elle te manque, Amélie. Nous aussi. J'ai appelé Elsa ce soir-là. Ma mère est malade. Elsa a reniflé. Elle était au spa hier. Elle a posté un selfie dans la salle de vapeur à l'eucalyptus. Un instant. Amélie, ils ne te contactent pas parce que tu leur manques. Ils te contactent parce que tu as fait la une des journaux. Je le savais déjà, mais entendre Elsa le confirmer a fait que la vérité s'est installée dans mes os. Puis-je te demander quelque chose? As-tu déjà reçu l'un de ces appels de réconciliation? Le genre où tu entends l'insincérité dégouliner à travers le téléphone? Si tu sais exactement de quoi je parle, commente ou ci-dessous. Et si tu veux savoir ce que j'ai fait ensuite, continue à regarder parce que ce qui s'est passé à cette cérémonie de remise de prix, même moi, je ne l'ai pas vu venir. J'aimerais pouvoir te dire que j'étais forte chaque jour. Que je n'ai jamais hésité, jamais douté, jamais veillé à 3 heures du matin en me demandant si j'étais la méchante de ma propre histoire. Mais ce ne serait pas la vérité. Les doutes se sont insinués lentement après cet appel de Sophie. Au travail, mes collègues ne cessaient de me féliciter. L'annonce de l'inspectrice d'académie s'était répandue dans le département comme une traînée de poudre. Tout le monde voulait me serrer la main, me poser des questions sur mes projets, me dire à quel point ils étaient fiers. Et puis sont venues les questions que je redoutais. Tes parents doivent être fous de joie, a dit mon assistante principale un matin, radieuse. Je parie que ta mère se vante auprès de tout le monde à l'église. J'ai souri, j'ai hoché la tête, j'ai changé de sujet. Ce soir-là, j'étais assise à la table de la cuisine pendant que Pierre faisait la vaisselle, et Jade faisait ses devoirs au comptoir. Le silence était plus lourd que d'habitude. Tu es ailleurs, a dit Pierre sans se retourner. Parle-moi. J'ai pressé mes paumes contre mes yeux. Sophie a appelé, elle a dit que maman me demandait, qu'elle me manquait. Je l'ai regardée. Et si j'avais tort, Pierre? Et si j'avais été trop dur? C'est toujours ma mère. Peut-être que j'aurais dû. Du quoi? Il a séché ses mains, s'est tourné vers moi, l'a rappelé, aller dîner, faire semblant que les 4 dernières années ne s'étaient pas passées. Je ne sais pas. Ma voix s'est brisée. Je me dis juste que tout le monde pardonne à la famille, n'est-ce pas? C'est ce qu'on est censé faire. Et si c'était moi la méchante? Pierre ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se dirigea vers le bureau, disparut un instant, et revint avec son ordinateur portable. « Je veux te montrer quelque chose, dit-il.
quelque chose que j'ai gardé pour un moment exactement comme celui-ci. Pierre posa l'ordinateur portable sur la table et ouvrit un dossier intitulé « Amélie, ne pas supprimer ». À l'intérieur se trouvaient des fichiers que j'avais presque oubliés. Le premier, une capture d'écran du message WhatsApp de ma mère, celui que Elsa m'avait envoyé il y a 4 ans. L'horodatage brillait dans le coin. 9 mai 2020, 20h32. Les mots n'avaient pas changé. Je ne la vois plus comme ma fille. Le deuxième, l'email de ma mère d'il y a 2 semaines. Ma très chère Amélie, pas d'excuses, pas de reconnaissance. La troisième, une photo du compte Instagram de Sophie, Noël 2020. Le portrait de famille avec l'espace vide où j'aurais dû être. La légende, maman, tu nous as bien élevés. J'ai tout gardé, dit Pierre doucement. Chaque message que Elsa a transféré, chaque photo qui est apparue en ligne. J'ai tout sauvegardé dans le cloud avec les horodatages et les métadonnées parce que je savais que ce jour viendrait. Il s'assit en face de moi. Je savais qu'il y aurait un moment où tu oublierais pourquoi tu es parti, où tu commencerais à te demander si tu étais celle qui avait échoué. Je fixais l'écran, l'épreuve de mon propre effacement, et sentis quelque chose changer en moi. Tu n'as pas échoué, continua Pierre. Tu as survécu. Tu as construit une vie. Tu es devenu quelqu'un, non pas malgré eux, mais sans eux. Il tendit la main à travers la table et prit ma main. Tu ne dois pas de pardon à des gens qui ne l'ont jamais demandé. Tu ne te dois que la vérité. Je fermai l'ordinateur portable lentement. Elsa t'a envoyé autre chose, dis-je. Qu'est-ce que c'est? Pierre hésita. Es-tu sûr de vouloir voir? Je hochai la tête. Il afficha une dernière capture d'écran. Un nouveau message du groupe familial datant de la veille. Et quand je l'ai lu, tout est devenu clair. La capture d'écran venait du groupe de discussion de la famille Durand, celui dont j'avais été retiré il y a 4 ans. Le message de ma mère brillait sur l'écran, daté de la veille. Merveilleuse nouvelle. Amélie va être honorée lors de la cérémonie de l'enseignant de l'année au ministère de l'Éducation nationale le mois prochain. Ce sera télévisé. J'ai déjà confirmé notre présence. Nous arriverons tôt, nous nous assiérons dans la section familiale et nous la rejoindrons sur scène pour les photos. Sophie, porte ta robe rouge Dior. Nicolas, emmène Stéphanie. C'est l'occasion de montrer à tout le monde que la famille Durand est unie. La réponse de Sophie, j'ai déjà choisi ma robe. Dois-je apporter des fleurs? Nicolas, je libérerai mon emploi du temps. Bon coup de pub. Pas une seule personne n'avait demandé si je les voulais là. Pas un seul message ne mentionnait la réconciliation, des excuses, ou même une conversation privée avant de se présenter au plus grand moment de ma carrière. Il prévoit de saboter ta cérémonie, a dit Pierre, la voix serrée par une colère contenue. Entrer comme si de rien n'était. Poser pour les caméras. S'approprier le mérite. J'ai relu les messages, plus lentement cette fois. Les mots de ma mère résonnaient dans ma tête. C'est une opportunité, pas ma fille me manque, pas j'avais tort. Une opportunité de redorer sa réputation, de reprendre le contrôle du récit. De se tenir à mes côtés à mon moment de triomphe et de prétendre qu'elle avait été là depuis le début. Ils ne veulent pas que je revienne, ai-je dit, la réalisation s'installant froide et définitive dans ma poitrine. Ils veulent la version de moi qu'ils peuvent montrer. Pierre hocha la tête. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé la capture d'écran une dernière fois, la chorégraphie minutieuse de ma mère, l'obéissance enthousiaste de mes frères et sœurs, l'absence totale de tout remords. Je vais les laisser venir, dis-je doucement. Et puis je vais dire la vérité. Nous nous sommes réunis autour de la table de la cuisine ce soir-là, Pierre, Elsa en appel vidéo, et moi, comme des généraux préparant une campagne. Tu pourrais les désinviter, suggéra Elsa. Appeler la sécurité, les faire expulser s'ils essaient d'entrer. Alors je suis la méchante, dis-je. La fille ingrate qui a interdit à sa propre mère d'assister à sa cérémonie de remise de prix. C'est l'histoire qu'ils raconteront à tout le monde. Alors quelle est l'alternative, demanda Pierre. Les laisser entrer et faire semblant qu'ils t'ont soutenu tout ce temps. J'y avais pensé pendant des heures, élaborant des scénarios, pesant les options. Non, dis-je finalement. Je les laisse venir. Je ne fais pas de scène avant. Je ne les préviens pas et je ne les confronte pas. J'ai pris une respiration. Et puis, quand je ferai mon discours de remerciement devant 500 éducateurs, des caméras de télévision et le ministre de l'Éducation,
je remercierai ma famille. Le visage d'Elsa sur l'écran se figea. Amélie, je remercie ma famille, répétai-je. Mon mari Pierre, qui a cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Ma fille, Jade, qui m'a appris ce qu'est l'amour inconditionnel. Et c'est tout. C'est toute la liste. Le silence planait dans l'air. Tu ne vas pas les mentionner du tout. Pierre dit lentement. Pourquoi le ferais-je? Ils ne sont pas ma famille. Ils l'ont clairement dit il y a 4 ans. J'ai affiché la capture d'écran du message WhatsApp de ma mère sur mon téléphone. Je n'ai pas besoin de les dénoncer. Je n'ai pas besoin de lire ça à voix haute. J'ai juste besoin de ne pas les inclure. L'absence parlera d'elle-même. Et si ta mère essaie de monter sur scène quand même, demanda Elsa. Je souris, le premier vrai sourire que j'avais ressenti depuis des jours. Alors je lui rappellerai très poliment que j'honore simplement les limites qu'elle a fixées. Elle a dit que je n'étais plus sa fille. Je la prends juste au mot. La docteure Éléonore Rousseau m'a appelé 3 jours avant la cérémonie. Amélie, il faut qu'on parle. Sa voix portait la franchise que je me souvenais de ma première année d'enseignement, quand elle était la directrice qui avait donné sa chance à une jeune femme nerveuse de 22 ans, fraîchement sortie de l'université. Quelque chose est arrivé. Je me suis préparé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a contacté la coordinatrice de la cérémonie la semaine dernière. Une femme nommée Chantal Durand a dit qu'elle était ta mère. Éléonore a fait une pause. Elle a demandé à prendre la parole pendant la partie des allocutions familiales du programme. Elle voulait dire quelques mots sur le fait de t'avoir élevé. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Elle a fait quoi? La coordinatrice m'a transmis la demande puisque c'est moi qui fais le discours d'introduction. J'ai refusé. Une autre pause. Plus lourde cette fois. Amélie, je ne connais pas toute l'histoire de ta situation familiale. Tu ne m'as jamais rien dit et je n'ai jamais demandé, mais je te connais. Je t'ai vu travailler pendant 15 ans et je sais que si tu voulais que ta mère soit impliquée, tu l'aurais mentionné toi-même. J'ai expiré lentement. Merci, Éléonore. Je te présente sur cette scène, a-t-elle continué. Et je vais parler de tes réalisations, de ton dévouement, de tes 15 années à changer la vie des enfants. Pas de ton nom de famille, pas de qui t'a élevé, juste de ce que tu as construit de tes propres mains. Elle s'est radoucie. Tu as mérité cela, Amélie. Personne ne peut réécrire cette histoire sauf toi. Quand j'ai raccroché, Pierre me regardait depuis le pas de la porte. Ta mère a essayé de monter sur scène. Éléonore l'a bloqué. Il a secoué la tête lentement, non pas d'incrédulité, mais de confirmation de tout ce qu'il savait déjà sur la femme qui m'avait abandonné. Elle pense vraiment qu'elle peut juste revenir, a-t-il dit. Elle pense qu'elle le mérite, ai-je répondu. C'est la différence. La veille de la cérémonie, j'étais assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes vierge, une tasse de thé à la camomille et le poids de 4 ans pesant sur ma poitrine. Jade était allée se coucher il y a 1 heure, sa petite main agitant depuis le pas de la porte. Bonne chance demain, maman. Tu vas être incroyable. Pierre était dans le salon, me laissant de la place pour écrire. Il comprenait que certains mots devaient être trouvés seuls. Je fixais la page vierge. J'aimerais remercier. Mon stylo flottait. Qui devais-je remercier? Mes collègues, évidemment, la docteure Rousseau, les membres du conseil qui avaient cru en moi, les élèves qui avaient rendu chaque matin et chaque soir valable. Et puis quoi? J'ai pensé à ma mère, à la femme qui avait organisé des déjeuners au cercle de l'Union interalliée en disant à ses amis que je sauvais des enfants en Afrique, qui m'avait effacé des photos de famille comme on retouche une imperfection, qui, à ce moment précis, était probablement en train de préparer sa tenue, de pratiquer son sourire de mère fière, de répéter tout discours qu'Éléonore lui avait déjà refusé. J'ai commencé à écrire. Je veux remercier ma famille, la famille que j'ai choisie et la famille qui m'a choisi en retour. Mon mari Pierre qui m'a vu quand j'étais invisible. Ma fille Jade qui m'a appris que l'amour ne se gagne pas. C'est quelque chose que l'on donne librement. J'ai posé le stylo. C'était suffisant. C'était tout. Aucune mention du nom de Durand. Aucune reconnaissance des personnes qui avaient annoncé mon exil dans un groupe de discussion. Juste la vérité. La famille dans mon discours était la famille qui s'était réellement présentée. Fini? Pierre a demandé depuis la porte. Fini, ai-je dit. Demain,
je me tiendrai devant 500 personnes, et pour la première fois en 4 ans, je laisserai mon silence parler. L'hôtel de ville de Paris n'avait jamais semblé aussi imposant. J'avais vu des photos du bâtiment toute ma vie. Le design néoclassique de l'architecte, les colonnes blanches, le dôme qui semblait toucher le ciel. Mais debout à l'entrée dans ma robe bleu marine, Pierre à mon bras, et Jade me tenant la main, j'avais l'impression d'entrer dans l'histoire. La cérémonie se tenait dans le salon des Arcades. 500 chaises disposées en rangées précises. Chacune remplie d'éducateurs de tous les coins de l'État, directeurs, enseignants, membres du conseil scolaire, inspecteurs d'académie comme moi qui avaient passé leur carrière dans les salles de classe avant d'accéder à des bureaux et aux caméras. 3 équipes de presse, y compris un flux en direct sur le site web du ministère de l'Éducation nationale. J'ai signé à la table d'inscription. Un bénévole m'a remis mon badge. Amélie Durand-Lefort, enseignante de l'année 2024 de France. Félicitations, dit-elle chaleureusement. Votre famille doit être si fière. J'ai souri. Ils le sont. Nous avons pris nos places au premier rang, réservées aux lauréats et à leurs familles proches. Jade était assise entre Pierre et moi, ses jambes pendouillant sous sa chaise, trop courte pour atteindre le sol. Elle portait la robe que nous avions choisie ensemble, jaune pâle avec de petites marguerites brodées. Maman, murmura-t-elle, tirant ma manche. C'est ton nom là-haut? J'ai levé les yeux. Une immense bannière s'étendait sur la scène. Enseignante de l'année de France 2024, Amélie Durand-Lefort. Mon nom de 15 mètres de large, impossible à ignorer. J'ai serré la main de Jade. Oui, chérie. C'est mon nom. Derrière moi, je pouvais sentir des yeux sur mon dos. La sensation de picotement d'être observé. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà qui était assise au deuxième rang, non invité et inébranlable, attendant un projecteur qui ne brillerait jamais sur eux. Je les ai entendus avant de les voir. Excusez-moi, c'est ma fille qui est là-haut. Oui, la lauréate. Je dois être dans la section familiale. La voix de ma mère portait à travers la salle avec une autorité exercée. Le même ton qu'elle utilisait pour commander des serveurs. Le silence descendait au dîner. Convaincre les étrangers qu'elle appartenait à l'endroit où elle se trouvait. J'ai gardé les yeux devant moi. Respire. Juste respire. Du coin de l'œil, je les ai vus arriver comme une délégation. Ma mère en Chanel crème, des perles à son cou. Sophie dans cette robe Dior rouge qu'elle avait mentionnée, taille cintrée, décolleté spectaculaire, prête pour les caméras. Nicolas et Tom Ford en anthracite, sa femme Stéphanie traînant derrière dans une robe Givenchy. Ils se sont glissés au deuxième rang, directement derrière nous. Et j'ai entendu le chuchotement de ma mère à la femme à côté d'elle. Je suis Chantal Durand, la mère d'Amélie. J'ai élevé cette fille depuis le jour de sa naissance. Tout ce qu'elle est, elle le doit à moi. La femme a hoché la tête poliment, regardant la bannière, puis ma mère. Sophie s'est penchée en avant, assez près pour que je puisse sentir son parfum. Amélie, tu as l'air bien. Je ne me suis pas retourné, je ne l'ai pas remercié. Une main a touché mon épaule. Tu ne vas pas dire bonjour à ta famille. La voix de Nicolas, décontractée, pleine de droit. J'ai tourné légèrement la tête. Pas assez pour les affronter, juste assez pour être entendu. Ma famille est assise juste à côté de moi. Puis je me suis tourné vers la scène, la petite main de Jade chaude dans la mienne. Tu veux savoir ce qui s'est passé quand j'ai fait mon discours? Quand ma mère m'a entendu remercier tout le monde dans ma vie sauf elle. Je te promets que tu ne devineras pas sa réaction. Si tu es toujours avec moi, appuie sur le bouton j'aime les restes. Les 3 prochaines minutes sont la raison pour laquelle je te raconte cette histoire. La docteure Éléonore Rousseau s'est dirigée vers l'estrade avec la même autorité tranquille qu'elle avait montrée dans chaque salle de classe, chaque réunion de conseil, chaque conversation difficile au cours des 3 dernières décennies. Elle a ajusté le microphone, a parcouru la salle du regard et a commencé. En 15 ans de travail dans le système éducatif français, j'ai eu le privilège de rencontrer des milliers d'enseignants extraordinaires. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'une personne qui se distingue. J'ai senti ma mère bouger sur son siège derrière moi, ajustant ses perles, préparant son expression fière pour les caméras. Amélie Durand-Lefort a commencé sa carrière dans une école primaire rurale avec 23 élèves, des ressources limitées et une détermination illimitée. La voix d'Éléonore était stable, chaleureuse.
Au cours de sa première année seulement, elle a augmenté les niveaux de lecture de 2 niveaux en moyenne par élève. Non pas par magie, mais en se présentant chaque jour. Elle a fait une pause, laissant les mots s'installer. Amélie ne venait pas d'un milieu qui lui rendait la tâche facile. Elle n'avait pas de relation ni de privilèges servis sur un plateau d'argent. Une légère emphase sur ses mots. Est-ce que je l'imaginais? Elle a tout construit elle-même, sa maîtrise tout en enseignant à temps plein, son programme de mentorat qui est maintenant adopté dans 37 départements de l'État, sa famille, j'ai eu le souffle coupé, que j'ai l'honneur de vous présenter maintenant. Son mari Pierre, qui a siégé au conseil départemental du Calvados pendant 6 ans, et sa fille, Jade, qui m'a dit en coulisses que sa maman est la meilleure enseignante du monde entier. La caméra a tourné vers Pierre et Jade. Pas vers ma mère, pas vers Sophie dans sa robe rouge. Vers la famille qui comptait. Derrière moi, j'ai entendu une inspiration forte. Le grincement d'une chaise alors que quelqu'un serrait trop fort la coudoir. Éléonore a souri. Veuillez accueillir votre enseignante de l'année 2024 de France, Amélie Durand-Lefort. Je me suis dirigé vers l'estrade sur des jambes qui semblaient plus stables que prévu. 500 visages me regardaient. Les caméras enregistraient chaque respiration, et au deuxième rang, 4 personnes en vêtements de marque attendaient la reconnaissance qu'elles croyaient mériter. Merci, docteur Rousseau, ai-je commencé. Et merci au ministère de l'Éducation nationale, au cabinet du ministre et à tous ceux qui ont rendu cette journée possible. J'ai regardé le public, le vrai public. Des enseignants qui passaient leur week-end à corriger des copies. Des directeurs qui restaient tard pour conseiller des élèves en difficulté. Des éducateurs qui avaient choisi cette vie non pas pour l'argent ou le statut, mais parce qu'ils croyaient au pouvoir du potentiel d'un enfant. Quand j'ai commencé à enseigner il y a 15 ans, je ne savais pas si je tiendrais un semestre. Les heures étaient longues, le salaire modeste, et certaines personnes, je me suis arrêté, choisissant mes mots avec soin, se demandaient si c'était une voie à suivre. Le silence, le genre qui vibre. Mais voici ce que j'ai appris. Enseigner, ce n'est pas prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est se montrer pour les enfants qui ont besoin de vous, même quand personne d'autre ne le fait, surtout quand personne d'autre ne le fait. J'ai pris une respiration. Ce qui m'amène à mes remerciements à mes collègues de l'école primaire Les Coquelicots. Vous êtes mon village. Au docteur Rousseau, qui a vu quelque chose en moi quand je n'étais qu'une jeune femme nerveuse de 22 ans avec un rêve. Je vous dois plus que des mots ne peuvent dire. Je me suis tourné vers le premier rang. Et à ma famille, j'ai souri à Pierre, à Jade, mon mari, Pierre, qui a cru en moi quand j'avais cessé de croire en moi-même. Ma fille Jade, qui me rappelle chaque jour ce à quoi ressemble l'amour inconditionnel. Je me suis arrêté. C'était la liste. Derrière moi, quelqu'un au deuxième rang, s'est levé. Amélie. La voix de ma mère. Je ne me suis pas retourné. Amélie, chérie, tu n'as sûrement pas oublié ta propre mère. La voix de Chantal a résonné dans la chambre, son ton à mi-chemin entre le blessé et l'impérieux, le genre de voix conçue pour que tout le monde dans la salle sympathise avec elle. La mère négligée, oubliée par son enfant ingrat. J'ai entendu des mouvements derrière moi, des talons qui claquaient sur le marbre. Elle se dirigeait vers la scène. 500 têtes se sont tournées, les caméras ont pivoté. L'instant s'est étiré comme du taffetas, collant et inéluctable. Ma mère a atteint le bas des marches de la scène, son Chanel crème attrapant la lumière, son sourire d'entraînement fermement en place. Je voudrais juste dire quelques mots sur ma fille, sur la fierté que j'ai de tout ce qu'elle a. Madame Durand. Ma voix est sortie calme, tranquille, amplifiée par le micro de l'estrade pour que tout le monde puisse l'entendre. Elle s'est arrêtée en plein milieu de sa phrase, un pied sur la première marche. Merci d'être venu, ai-je dit, croisant son regard pour la première fois en 4 ans. Mais la partie familiale de mon discours est terminée. Son sourire a vacillé juste un instant, une fissure capillaire dans la façade. Amélie, je suis ta mère. Vous avez dit que vous ne me considériez plus comme votre fille. Les mots sont tombés comme des pierres dans un étang immobile. Il y a 4 ans, dans un message de groupe, vous avez dit que j'avais choisi d'être une simple institutrice et que je ne faisais plus partie de votre famille. Des murmures ont parcouru le public, un murmure de voix. Quelqu'un a laissé tomber un programme. J'ai simplement honoré votre décision, ai-je continué calmement. La famille que je remercie aujourd'hui est la famille qui m'a soutenu, la famille qui n'a pas exigé que je prouve ma valeur par un titre de poste ou un salaire.
Un agent de sécurité s'est approché de Chantal doucement, lui faisant signe de retourner à sa place. Elle est restée figée, ne s'avançant pas, ne reculant pas. Pour la première fois de ma vie, ma mère n'avait rien à dire. Le silence a duré exactement 4 secondes. Puis, de quelque part au milieu de la salle, une femme s'est levée, aux cheveux gris, d'environ 60 ans, portant un simple cardigan et des lunettes qui avaient vu des milliers de salles de classe. Elle a commencé à applaudir, lentement, délibérément, indéniablement. Une autre personne s'est levée, puis 5, puis 20. Les applaudissements ont monté comme une vague, roulant à travers la salle jusqu'à ce que chaque éducateur de cette pièce soit debout. 500 personnes me donnant quelque chose que ma propre mère n'avait jamais eu. La validation sans condition. J'ai serré les bords du podium, mes yeux brûlants. L'agent de sécurité a doucement ramené Chantal à son siège. Elle marchait raidement, mécaniquement, sa posture parfaite s'effritant à chaque pas. Sophie a tendu la main vers son bras, chuchotant quelque chose d'urgent, mais Chantal l'a repoussé. J'ai capté des fragments de conversation des rangées voisines. « Tu as entendu ce qu'elle a dit ?» Sa propre mère l'a reniée parce qu'elle était enseignante. C'est dégoûtant. Alors c'est la femme qui l'a traitée de simple enseignante. Vous imaginez? L'histoire s'est répandue dans la pièce comme une traînée de poudre. Chaque murmure, un autre clou dans le cercueil de la réputation soigneusement construite de ma mère. Quand les applaudissements se sont enfin calmés et que les gens se sont rassis, j'ai vu Chantal assise rigidement dans sa chaise, fixant devant elle. Son Chanel crème semblait soudain trop lumineux, trop et fort. Sophie tapait furieusement sur son téléphone. La mâchoire de Nicolas était serrée si fort que je pouvais voir les muscles travailler depuis la scène. Et au premier rang, Jade me regardait avec des yeux brillants. « Tu l'as fait, maman » a-t-elle murmuré, trop doucement pour que quelqu'un d'autre l'entende, mais j'ai parfaitement lu sur ses lèvres. Je lui ai souri. Juste elle. Le reste du public s'est estompé en bruit de fond. Ma famille était fière de moi. C'était tout ce qui comptait. Ils m'ont acculé dans le couloir à l'extérieur de la salle. Je venais de finir de prendre des photos avec le ministre, un homme aimable avec une poignée de main ferme qui m'avait dit que mon discours était la chose la plus honnête qu'il ait entendue dans ce bâtiment en 20 ans, quand je les ai vus approcher. Ma mère, flanquée de Sophie et Nicolas, avançant dans la foule avec la détermination de personnes qui croyaient avoir droit à une explication. Amélie. La voix de ma mère était basse maintenant, dépouillée de sa qualité de performance. Nous devons parler en privé. J'ai gardé un ton agréable, professionnel. Si vous avez quelque chose à dire, Madame Durand, vous pouvez le dire ici. Ses yeux ont balayé les gens autour de nous, d'autres lauréats, leurs familles, un journaliste qui prenait des notes. Vous m'avez humilié devant tout le monde à la télévision. J'ai énoncé un fait. J'ai sorti mon téléphone, l'ai déverrouillé et j'ai montré la capture d'écran qui vivait dans ma galerie depuis 4 ans. C'est le message que vous avez envoyé le 9 mai 2020. Je ne la vois plus comme ma fille. Vos mots, votre décision. Je l'ai simplement honorée. Le visage de ma mère a pâli. C'était. J'étais en colère. Vous savez comment les choses sont sorties de leur contexte. Contexte. Je lui ai montré l'horodatage, l'identifiant de l'expéditeur, l'emoji cœur de Sophie, le compris maman de Nicolas. C'était un message de groupe disant à tout le monde dans notre famille de faire comme si je n'existais pas. Il n'y a pas d'autre contexte. Nicolas s'est avancé. Amélie, soyons raisonnables. J'ai été raisonnable pendant 30 ans. Ma voix est restée calme. J'ai été raisonnable quand vous m'avez assise à la table des enfants. Raisonnable quand maman a oublié ma remise de diplôme. Raisonnable quand vous avez tous décidé que ma carrière me rendait jetable. J'ai rangé mon téléphone. J'ai fini d'être raisonnable. Le masque de Sophie s'est fissuré en premier. C'est ridicule, a-t-elle sifflé, sa robe rouge Dior semblant soudain criarde sous les lumières fluorescentes du couloir. Nous sommes venus ici pour te soutenir. Nous avons réorganisé tout notre emploi du temps. Vous êtes venu ici pour une séance photo. J'ai gardé ma voix calme. J'ai lu vos messages, Sophie. Dois-je apporter des fleurs? Ce n'est pas du soutien. C'est de la mise en scène. Son visage a rougi. Comment tu? Qui te l'a montré? Ça n'a pas d'importance comment je sais. Ce qui importe, c'est que vous ayez tous prévu de vous présenter à ma cérémonie,
de vous asseoir dans ma section familiale et de vous attribuer le mérite d'un succès que vous avez passé 4 ans à ignorer. Nicolas a essayé une approche différente. Sa voix d'avocat, calme, raisonnable, le ton qu'il utilisait pour négocier des règlements. Amélie, pensez du point de vue des relations publiques. La vidéo devient virale. Les gens appellent maman. Les gens appellent maman ce qu'elle est. Vous aggravez la situation pour tout le monde. Pour le nom de famille. Je n'ai pas eu ce nom depuis 2 ans. J'ai levé la main, montrant la simple bague en or que Pierre y avait placée. Je suis une Lefort maintenant. Et c'est amusant avec les noms de famille, ils ne signifient quelque chose que si la famille derrière eux est réelle. Sophie s'est approchée, sa voix tombant en un murmure féroce. Tu penses que tu es meilleur que nous, n'est-ce pas? Juste parce que tu as eu un prix. Non, je l'ai regardé dans les yeux. Je pense que je suis exactement ce que j'ai toujours été, une enseignante. La même enseignante que vous avez qualifiée de simple. La même enseignante que maman avait honte de mentionner à son club. Je me suis tourné pour les regarder tous les 3. Je ne suis pas devenu meilleur que vous. Vous avez décidé que je n'étais pas assez bien et j'ai arrêté d'essayer de vous faire changer d'avis. Derrière moi, j'ai entendu les pas réguliers de Pierre. La petite main de Jade a trouvé la mienne. Prête à rentrer à la maison, a-t-il demandé. Plus que prête. Je me suis tourné pour faire face à ma mère une dernière fois. Elle semblait plus petite d'une certaine manière. Le Chanel crème pendait différemment maintenant. Les perles semblaient moins polies. 4 ans de construction de réputation prudente, anéantie en 3 minutes sur une scène qu'elle n'avait jamais été invitée à partager. Madame Durand, je dis doucement, assez doucement pour qu'elle seule puisse entendre. Il y a 4 ans, vous avez fait un choix. Vous avez choisi votre image plutôt que votre fille. Vous avez choisi les opinions des femmes d'un club plutôt qu'une enfant qui vous aimait. Ses lèvres ont tremblé. La première fissure dans son armure que j'ai jamais vue. Je pourrais vous haïr pour cela, ai-je continué. J'ai passé beaucoup de nuits à penser que je devrais, mais voici ce que j'ai réalisé. Vous haïr signifierait que vous contrôliez toujours ma vie. Et vous ne le faites plus. Amélie, je ne vous demande pas de vous excuser. Je n'ai pas besoin de vos excuses pour être heureuse. Je suis heureuse depuis 2 ans sans elle. J'ai pris une respiration. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Je ne fais pas ça pour vous punir. Je fais ça parce que j'ai enfin appris la différence entre le pardon et le respect de soi. Je me suis tourné vers Sophie. Tu as demandé si je pensais être meilleur que toi. Non. Je pense juste que je mérite d'être aimé sans condition. Et j'ai trouvé ça ailleurs. À Nicolas. Tu t'inquiétais du nom de famille, mais les noms ne sont que des mots. La famille, c'est se montrer présent. Tu n'as pas été présent pendant 4 ans. Tu ne peux pas commencer maintenant. J'ai reculé. La main de Pierre chaude sur le bas de mon dos. Jade pressée contre mon côté. Au revoir, Madame Durand. Sophie, Nicolas. J'ai hoché la tête une fois. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, mais vous ne le trouverez pas avec moi. Nous sommes sortis sans regarder en arrière. Les conséquences ne sont pas arrivées du jour au lendemain. Elles se sont insinuées lentement, comme l'eau à travers les fissures des fondations. Elsa m'a appelé un mois après la cérémonie avec des nouvelles que je n'avais pas demandées, mais dont j'avais en quelque sorte besoin d'entendre. Ta mère a démissionné du comité social du club, a-t-elle dit. Elle a dit qu'elle devait se concentrer sur les affaires familiales. Mais tout le monde connaît la vraie raison. Les femmes lui posaient des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre à ton sujet, à propos du discours, à propos du genre de mère qui renie une fille parce qu'elle est enseignante. J'ai remué mon café, regardant la crème tourbillonner. Et Sophie, elle a supprimé toutes ses publications Instagram familiales. Chacune d'entre elles. Quelqu'un dans les commentaires de sa page de cabinet a demandé si elle était la sœur qui avait envoyé un emoji cœur quand sa mère avait renié son frère ou sa sœur. Elsa a ri amèrement. Apparemment, les patients n'aiment pas savoir que leur chirurgien plasticien a un emoji cœur comme temps de réponse à la cruauté familiale de 30 secondes. Nicolas était complètement silencieux. Selon Elsa, il avait dit à leur tante Martine que toute la situation avait été exagérée et qu'il préférerait ne pas en discuter. La classe professionnelle avait ses moyens de punir les faux pas sociaux. Personne ne boycottait le cabinet de Sophie ou ne refusait d'engager le cabinet de Nicolas, mais il y avait des murmures, des regards en coin lors des événements de réseautage,
la distanciation subtile qui se produisait lorsque les gens réalisaient que la surface brillante de quelqu'un cachait quelque chose de pourri en dessous. Ta mère voit un thérapeute, a ajouté Elsa doucement. Elle a dit à tante Martine qu'elle voulait comprendre ce qui n'allait pas. J'ai posé ma tasse. Tant mieux pour elle. Tu ne veux pas en savoir plus? Peut-être qu'elle est vraiment en train de changer. Peut-être qu'elle l'est. J'ai regardé par la fenêtre le chêne de notre jardin. Celui où Pierre et moi avions échangé nos vœux. Mais qu'elle change ne change pas ce qui s'est passé. Et ça ne m'oblige pas à revenir. 6 mois plus tard, j'ai appris ce que la paix ressent réellement. Pas l'absence de bruit. Notre ferme n'était jamais silencieuse. Jade s'exerçait au piano dans le salon, les touches trébuchant pour Élise avec une imperfection déterminée. Pierre se disputait avec le tracteur dans la grange, convaincu qu'il comprenait ses leçons sur l'efficacité énergétique. Les poulets avaient des opinions sur tout. Mais sous tout ce bruit, le calme, le genre qui vient de savoir exactement où l'on est. J'étais toujours inspectrice d'académie. Le travail était difficile, réunions budgétaires, conflits de personnel, la paperasse interminable de la gestion de 12 écoles. Mais chaque matin, lorsque j'entrais dans mon bureau, je voyais le dessin au crayon de Jade épinglé au-dessus de mon bureau. 3 bonshommes allumettes, un soleil jaune, ma maman, mon papa, moi. C'était mon rappel quotidien de ce à quoi ressemblait réellement le succès. Pour notre 3e anniversaire de mariage, Pierre et moi avons eu un autre pique-nique sous le chêne. Jade a aidé à installer la couverture, étalant des assiettes de poulet frit froid et les célèbres biscuits de la mère de Pierre. La lumière du soir transformait tout en or. Quelqu'un d'une maison d'édition a appelé la semaine dernière, a mentionné Pierre nonchalamment, en me tendant un verre de limonade. Ils veulent que tu écrives un livre sur ta carrière, ton parcours, tout cela. J'ai secoué la tête avant qu'ils ne finissent. Je ne veux pas vivre dans le passé. Même si ça pouvait aider d'autres personnes, d'autres enseignants qui ont été rabaissés. J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Si jamais je raconte cette histoire publiquement, ai-je dit finalement, ce sera à mes conditions. Pas pour la vengeance, pas pour le profit. Juste pour faire savoir à quelqu'un d'autre qu'il n'est pas seul. Jade s'est glissée sur mes genoux, sentant l'herbe et le soleil. Raconte-moi une histoire, maman. J'ai embrassé le sommet de sa tête. Il était une fois, une institutrice qui a trouvé sa famille. La lettre est arrivée un mardi d'octobre, presque exactement un an après la cérémonie. Pas d'adresse de retour sur l'enveloppe, juste mon nom écrit d'une écriture que j'ai reconnue immédiatement. La cursive soignée dont ma mère avait toujours été fière. Les boucles élégantes qu'elle avait passé des années à perfectionner à l'école de bonne manière dans les années 1970. J'étais assise à la table de la cuisine longtemps, juste à tenir l'enveloppe. Pierre est entré de la grange, a vu ce que je tenais et s'est assis en face de moi sans un mot. Tu n'as pas à l'ouvrir, a-t-il dit. Je sais. Je l'ai ouverte quand même. La lettre était de 2 pages manuscrites sur son papier à en-tête personnalisé, le papier cartonné crème avec ses initiales embossées en or. Amélie, j'ai écrit cette lettre 47 fois. Chaque fois, j'ai essayé d'expliquer, de justifier, de te faire comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Mais la vérité est plus simple et plus laide que n'importe quelle explication que je pourrais donner. J'avais peur. Peur de ce que les gens penseraient. Peur d'être jugé. Peur que tes choix reflètent d'une manière ou d'une autre des échecs en moi. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne me suis même pas pardonné. Je veux juste que tu saches que j'avais tort. Pas en colère ou sorti de son contexte. Tort. Et je suis désolé pour chaque jour où tu as cru que tu n'étais pas assez. Tu ne me dois pas de réponse. Tu ne me dois rien. Mais si jamais tu veux parler, pas te réconcilier, juste parler, je serai là. Ta mère, même si ce mot ne signifie pas pour toi ce qu'il devrait. J'ai relu 2 fois. Puis je l'ai plié soigneusement et l'ai rangé dans le tiroir de la cuisine. Qu'est-ce que tu vas faire, a demandé Pierre. Je ne sais pas. J'ai regardé le chêne, ses feuilles virant à l'ambre sous la lumière d'automne. Mais pour la première fois, je crois que je n'ai pas besoin de savoir encore. Tu sais ce qui m'a empêché de dormir pendant des mois après tout ça? Pas la colère, pas même la tristesse. C'était une question. Pourquoi? Pourquoi une mère effacerait-elle son propre enfant? Quel genre de personne regarde sa fille et y voit une charge? J'ai passé beaucoup de temps à lire sur ce sujet, à parler à une amie thérapeute,
essayant de comprendre, non pas de pardonner, mais d'arrêter de porter le poids de la confusion. Voici ce que j'ai appris sur les gens comme ma mère. Chantal Durand a grandi dans une famille où l'amour était transactionnel. Ses propres parents la louaient quand elle réussissait et se retiraient quand elle ne réussissait pas. Elle a appris très tôt que la valeur équivaut à la performance, que l'on gagne sa place à table, littéralement. Au moment où elle a eu des enfants, elle ne connaissait pas d'autre façon d'aimer. Quand Sophie est devenue chirurgienne et Nicolas avocat, ma mère n'était pas seulement fière, elle était soulagée. Leur succès prouvait qu'elle était une bonne mère. Leur réussite était ses réussites. Leur statut la protégeait de la honte qu'elle portait depuis son enfance. Et puis il y avait moi, la fille qui a choisi le sens plutôt que l'argent, qui a choisi une humble profession qui a fait que Chantal se sentait exposée. Chaque fois que quelqu'un lui posait des questions sur ses enfants, elle devait m'expliquer. Une explication ressemblait à un échec. Alors, elle a fait ce que les gens effrayés font. Elle a coupé la partie qui faisait mal. Cela ne l'excuse pas. Rien n'excuse l'abandon de son enfant. Mais comprendre cela m'a aidé à réaliser quelque chose d'important. Son rejet n'a jamais concerné ma valeur. Il s'agissait de ses blessures. Et voici la chose que je veux que vous entendiez. Si vous avez déjà été à ma place, vous n'êtes pas responsable de guérir les gens qui vous ont blessé. Vous pouvez les comprendre sans les excuser. Vous pouvez avoir de la compassion sans leur donner accès à votre vie. Les limites ne sont pas des murs construits par la colère. Ce sont des portes que vous pouvez contrôler. Si cette histoire a résonné en vous, j'ai une question. Avez-vous déjà dû choisir entre maintenir la paix et protéger votre paix? Laissez votre réponse dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, consultez la vidéo liée dans la description. Je pense que vous y trouverez quelque chose qui vous parlera. Merci d'être là. Merci d'avoir écouté. Je suis Amélie et je sais enfin ce que signifie vraiment la famille. Fin du fichier.